Bienvenue dans Symbiose, le libre podcast, un espace de parole libre pour vous et pour nos experts, afin d'échanger sur notre santé. Tous les sujets peuvent y être abordés, sans censure, sans montage trafiqué, car il n'y a rien à vous cacher. Bien au contraire, Doc Pablo et Loïc Ternicien essaieront à chaque épisode de répondre au global sur les thématiques santé que vous aurez choisies. Et pour ça, laissez-nous un vocal décrivant votre problématique via WhatsApp au 07 56 88 98 18 et on vous rappellera. Cette émission vous est présentée par Naturocompétences qui propose des formations d'expertise et de spécialisation pour les naturopathes. Et le naturo, justement, chez nous, c'est lui, Loïc Ternicien. Bonjour. Salut Thémis, comment tu vas ? Mais ça va très bien et toi ? Super, je suis content d'être là. Écoute, moi aussi, et puis à tes côtés, non moins content d'être là, c'est le docteur à l'initiative de ce podcast d'ailleurs, quelle belle idée. Doc Pablo, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous ? Écoute, là, vous m'avez répondu déjà en fait, donc ouais. je crois que... Oui, c'est ça. Je suis désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui. On va y remédier, on parlera santé dans sa globalité, on parlera des bébés et des intolérances alimentaires. Peut-on aider les tout-petits avec des probiotiques ? Quelles autres solutions aussi pour retrouver la paix dans les cuisines ? Ça, c'est le sujet proposé par Kauter. Et puis, on parle troubles de l'attention aussi avec Catherine Testa, autrice du livre TDAH et alors aux éditions Michel Lafon. C'est moi qui t'ai contaminé. C'est bien que tu nous expliques que ce soit de ta faute, Loïc. Oui, parce que TDAH, c'est en anglais, en effet, c'est l'anglicisme. Et oui, c'est Catherine Testa qui viendra nous parler de son livre. Et puis, je pense qu'elle a quand même une question à te poser, Pablo, de toute façon. Elle vient pas comme ça juste parler de son bouquin. À me poser, d'accord. Oui, et puis à Loïc aussi, ce sera tout à l'heure. Mais d'abord, et comme à chaque fois dans Symbiose, le libre podcast, il y a un sujet médical libre pour cette émission, pour vous, Loïc et Pablo. Et pour cette émission, c'est les parasites. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma coréen qui s'est emparé de ce sujet, il y a aussi notre système digestif, ou nerveux d'ailleurs, qui se retrouve parfois envahi. On avait compris la dernière fois, Pablo, que pour toi, c'est très important pour tout être humain qui est au contact d'animaux, peut-être, de se déparasiter. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, absolument, les parasites, c'est un sujet absolument passionnant de la médecine, qui a été un peu oublié ces dernières années. Je pense que ça va revenir sur le devant de la scène. Tu parlais tout à l'heure des intestins, du cerveau. Il y a plein de documentaires assez sympas, sur les parasites, où on voit à quel point justement ils peuvent prendre le contrôle du cerveau de leur hôte, etc., etc. Chez l'être humain, il y a eu aussi pas mal d'études en fait qui sont pas très connues. Le passage de Robert Sapolsky à l'époque chez Joe Rogan avait fait un peu de bruit, où il parlait justement notamment du Toxoplasma gondii, le parasite de la toxoplasmose, et à quel point en fait il est prévalent dans la population et il peut influencer les comportements. En réalité, lui, avec des travaux, avait pu démontrer que les gens qui étaient atteints, par exemple, ils avaient fait des études post-mortem, en fait, chez des gens qui étaient morts de mort violente et qui avaient pris de grosses prises de risques, en fait. Donc, motards qui roulent à fond, fans de vitesse, personnes qui font du wingsuit flying, tu sais, c'est des activités qui sont génératrices de beaucoup de morts violentes. Et ils avaient fait des études sur les cerveaux de ces personnes-là pour voir s'il y avait des différences. Et en fait, un des trucs qu'ils avaient trouvé, c'était le Toxoplasma gondii, donc un de ces parasites qui était super prévalent dans ces populations-là. Donc probablement que le Toxoplasma gondii, qui va se réfugier dans le système nerveux, peut changer le comportement d'une personne et la rendre moins vigilante, ou alors diminuer son seuil de... Disons, augmenter son seuil, on va dire, plutôt de tolérance au risque. Il y a des gens qui vont commencer à aimer le risque. Et d'ailleurs, c'est pour le cycle de ce parasite, c'est exactement comme ça qu'il fonctionne. Parce que ce parasite, en fait, à la base, le parasite de la toxoplasmose, les gens savent que la toxoplasmose, c'est lié aux chats. C'est des maladies qui sont transmises par les chats. Et donc, justement, en fait, la façon dont le Toxoplasma gondii se reproduit, c'est que il doit passer effectivement par le chat pour se reproduire. Et donc, mais son réservoir, c'est les rongeurs. Et donc, en fait, le Toxoplasma gondii va aller dans le cerveau du rongeur et modifier
son comportement pour que le rongeur n'ait plus peur des félins, en fait. Donc, les rats qui sont infectés par le Toxoplasma gondii vont, au lieu normalement d'être repoussés par l'odeur de l'urine des félins, vont au contraire être attirés et donc se jeter dans la gueule du loup et donc en fait avoir un comportement complètement suicidaire envers donc les chats et tout ça. Et c'est comme ça que le chat, une fois qu'il a bouffé un de ses rongeurs infectés, va pouvoir être l'hôte transitoire du Toxoplasma gondii pour lui permettre de se reproduire. Après, tout ça passe par les selles, évidemment, et tout ça. Et donc, on peut s'infecter, par exemple, justement, quand on a un chat, avec par ce biais. Et d'une manière générale, ça, c'est un exemple, mais la plupart des parasites fonctionnent comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est absolument fascinant. Il va y avoir toujours donc des impacts sur la santé, mais aussi très souvent, en fait, des impacts sur le comportement. Donc, c'est assez rigolo quand on utilise ces trucs-là, parce qu'on se dit, mais quelle est la part finalement de moi-même dans mon comportement et de peut-être ce que j'héberge comme micro-organisme dans mon microbiote et éventuellement de parasites ailleurs dans mon système nerveux. Et donc voilà, ça c'est l'exemple connu chez Sapolsky. Il avait étudié aussi les singes et il avait étudié justement une tribu de babouins en Afrique. Et, lisez les travaux de Sapolsky, c'est très rigolo. Ils avaient des babouins qui avaient changé complètement de comportement et tout, justement aussi pareil, à cause d'autres parasites et de modifications de leur microbiote. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, ça remet la place de l'homme en tant qu'animal. Oui. Parce qu'en fait, dans un écosystème. C'est ça, dans un écosystème parmi le reste. Et c'est vrai qu'on a tendance à se montrer un petit peu supérieur ou se sentir supérieur. Et finalement, si on déparasite les animaux, et si à l'époque on déparasitait aussi les humains, c'est qu'il y avait une raison. Comment est-ce que tu expliquerais que ça se fait plus ? Ça se fait plus parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a une médecine depuis... là, il y a eu l'avènement dans les années 80-90 de la médecine, on va dire... comme d'habitude, c'est des oxymores à chaque fois qui nous sortent, mais qu'on appelle evidence-based medicine, en fait, mais qui a abouti à la mise en place des guidelines, les guides de bonne pratique, et donc aujourd'hui, les médecins... aujourd'hui, on a une médecine qui ne fait que suivre les guidelines, et donc en fait... ont été sortis les déparasitages systématiques de ces guidelines. Et à partir du moment où un truc a été sorti des guidelines, il n'est plus pratiqué, ou que par très très peu de gens. Et donc en fait, on ne déparasite plus. Alors que effectivement, nous, probablement notre génération, là, les trois, quand on était petits, on a été déparasité assez souvent. En tout cas, moi, j'ai grandi dans un village dans le sud de la France. Le médecin du village, il déparasitait tout le monde 1 ou 2 fois par an. Hein. C'était voilà. Donc et comment il faisait à l'époque ? Juste soit tu donnes des antiparasitaires. Les antiparasitaires ont été parmi les premiers médicaments qui ont été développés. C'est les plus vieilles molécules en fait qui ont été mises au point. Et c'est vrai que un des premiers, les tout premiers gros bons qu'on a fait avec la médecine moderne, on va dire, pendant la période industrielle, c'était les antibiotiques et les antiparasitaires. Et c'est ça qui a fait que d'un coup la santé de la population a été incroyable parce que justement c'est les choses les plus c'est des médicaments qui ont été rapidement les plus efficaces, et puis c'était des choses qui touchaient toute la population. Le déparasitage systématique, ça se fait plus. Moi, je le fais personnellement. Je le fais à tous mes patients citadins tous les 2 ans. Et après, ça dépend un petit peu du risque que la personne elle peut avoir. Si quelqu'un a un animal de compagnie, on va descendre. On va le faire plus fréquemment. Si la personne voyage beaucoup en zone tropicale, fait beaucoup de voyages dans des endroits tropicaux, tout ça, pareil. Les gros amateurs de viande crue, en tout genre, mais même ne serait-ce que les sushis. Il y a énormément de parasites qui sont transmis par les poissons, la chair de poisson crue. Donc là aussi, on peut être amené donc à déparasiter tous les ans ou tous les 6 mois. Et donc voilà, moi je me fie en fait à cette bonne habitude de bon médecin de famille de campagne, mais qui n'est plus dans les guidelines aujourd'hui. Et vous pouvez pas imaginer le nombre justement de situations, parce que je le fais assez d'office à des patients qui rentrent dans l'ordre. Les trucs les plus fréquents, c'est les gens qui me disent waouh, je digère beaucoup mieux, je ballonne plus depuis que j'ai fait le déparasitage. L'autre truc, c'est les allergies. Et les gens ils disent c'est fou. D'habitude j'ai toujours des allergies et là depuis qu'on a fait le déparasitage, j'ai plus d'allergies.
Voilà. Je suis en train de rire parce que je me dis qu'après ce podcast, il y a plein de médecins qui vont pas comprendre pourquoi leurs patients vont arriver pour demander à être déparasités. Ouais, c'est ça. C'est incongru de demander ça à son médecin aujourd'hui, quoi. Parce que tu as les yeux de la foi et tu t'anticipes déjà que notre podcast va être le plus écouté. Mais il l'est déjà. C'est une référence, mais pour l'instant, on crée notre réalité, il l'est déjà. Ok, donc ouais, ça c'est les trucs les plus fréquents. Donc si vous avez effectivement des problèmes digestifs, une digestion chaotique, des ballonnements, un certain nombre d'intestins irritables, le première étape, même avant d'aller faire des microbiotes et des machins, des trucs comme ça, déparasitage. Sur les allergies, c'est incroyable, vraiment. Il y a des gens, en fait, ils disent mais c'est fou, mes allergies. Pourtant, bah oui, j'ai des allergies saisonnières, donc je suis allergique à tel et tel pollen. Et donc, mais là, c'est fou, on a fait un déparasitage cet hiver, cette année, je suis pas allergique. Ouais. Tu vois, et ça peut s'expliquer un petit peu, hein, intuitivement, les médecins qui m'écoutent le savent. L'allergie et les parasites, c'est les mêmes globules blancs qui s'en occupent, c'est les éosinophiles. Et donc, il y a un lien, tu vois, entre parasites et allergie, du coup, qui est assez intéressant. Donc ça, c'est très, très, très fréquent. Et après, ouais, des personnes, alors il y a des cas, des fois, sur le plan psychique, c'est incroyable. Donc, il y a des maladies neuro, voire psychiatriques, qui sont juste, en fait, des parasitoses. Des parasitoses qu'on verra pas si on fait une IRM cérébrale parce que c'est microscopique, mais justement c'est assez passionnant les quelques études qui ont été faites sur certaines pathologies, justement des études où on fait de l'histologie en fait à l'ancienne avec de l'autopsie et on va regarder sous le microscope du tissu cérébral par exemple. Et ben dans pas mal de pathologies on se rend compte qu'il y a beaucoup de parasites, notamment dans les plaques de sclérose en plaques. Eh ben, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps. Ils ont fait, c'est pas énorme parce que pour faire des autopsies, il faut des autorisations et tout, mais ils ont fait sur 10 patients décédés de sclérose en plaques et les 10 sur 10, 100% avaient des parasites dans les plaques. Donc en fait, là, on peut se dire, tiens, peut-être une nouvelle lecture de la sclérose en plaques. Est-ce que la sclérose en plaques serait pas une maladie parasitaire? Il y a des études similaires pour le cancer, énormément de cancers. On a retrouvé beaucoup en fait de parasites et il y a pas mal d'études qui sont sorties sur l'impact de certains antiparasitaires sur le cancer et le fait de faire baisser le cancer. Donc ça peut être aussi une autre piste et des tas de pathologies comme ça. Et moi qui fais des déparasitages réguliers, ça aussi c'est le troisième truc, ce qui est en troisième en fait dans ce que me renvoient les patients. J'ai des patients qui sortent de dépression des fois de plusieurs années ou de troubles, un trouble même des troubles bipolaires, des gens aussi ou qui ont une maladie neurologique qui va être grandement améliorée depuis qu'ils ont été déparasités et tout. Et donc là, c'est que certainement ils avaient des parasites dans le cerveau. Le cerveau, pour les parasites, c'est un endroit où ils aiment bien aller, le système nerveux en fait, parce que c'est dans le corps, on a l'endroit le plus protégé de notre organisme, c'est le système nerveux central. Il y a cette fameuse barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que il y a une espèce de barrière étanche qui sépare le système nerveux du reste du corps. Mais donc les parasites qui sont très malins et qui savent qu'on essaye d'aller les chercher, qui aiment bien se cacher, et bien souvent ils vont se cacher dans le système nerveux central. Bon voilà, la parenthèse, on va la fermer parce que je pourrais parler pendant des heures des parasites. Mais ça sent. Et alors, je ne sais pas si je peux partager ça, Pablo, mais la dernière fois, tu m'as donné une petite recette d'un truc à faire et c'est ce que j'ai mis en place parce qu'il y avait une super lune bleue. Donc en effet, j'ai fait 3 jours Fluvermal, mais je pense qu'il y a plein d'autres médicaments qui peuvent aider à déparasiter. Donc ça se donne aux enfants en sirop ou sinon c'est en comprimé sur 3 jours autour d'une pleine lune, tu me disais, hein. Alors oui, à la pleine lune, en fait, tout le vivant est modulé par le cycle lunaire, donc au niveau de sa chronobiologie. Les femmes le savent, enfin les femmes proches de la nature le savent, parce que ça c'est un truc qui est en train de disparaître malheureusement avec les villes et tout ça, mais de base, en fait, les femmes, elles sont sur le cycle lunaire. Leur cycle fait 28 jours comme le cycle lunaire. Et donc généralement, les femmes ont l'ovulation à la pleine lune. C'est là où le monde éclot, donc le bourgeonnement aussi des végétaux, et puis donc les parasites, c'est là aussi où leurs œufs vont éclore quand ils sont dans le corps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'agir à ce moment-là quand on fait le traitement antiparasitaire. Alors qu'à la nouvelle lune, la lune, donc quand c'est le contraire de la pleine lune, quand il n'y a pas de lune, la lune est noire, si tu veux, c'est là où généralement chez les femmes elles ont leur menstruation, par exemple. Loïc, j'en profite juste une dernière question, une dernière approche. Est-ce qu'en termes de, je sais pas moi, d'huile essentielle de plantes, tu pourrais conseiller quelque chose à tous les gens qui nous écoutent pour se déparasiter justement?
Alors pour le côté parasite, il y a des huiles essentielles, mais elles vont toutes être assez puissantes et souvent on les utilise en synergie. Donc là, oui, je pourrais citer de la cannelle, je pourrais citer le clou de girofle, je pourrais te citer l'Origanum compactum, donc l'origan. Mais le truc, c'est qu'il va falloir savoir les utiliser avec un certain dosage de manière à ce qu'ils soient efficaces. Si je prends l'exemple de mon petit chihuahua qui est la star des réseaux sociaux, j'ai déjà vermifugé bécassine en l'occurrence avec des huiles essentielles, sauf que pour un chien on est sur quelques gouttes. Pour un être humain on va être sur des dosages qui sont plus élevés sur une durée un tout petit peu plus courte pour que ce soit efficace. Donc il y aurait ces huiles essentielles là qui sont puissantes. Par contre en termes de dosage, je ne vais pas pouvoir donner des dosages là, il faut vraiment aller voir son professionnel de santé qui est spécialisé en aromathérapie, qui pourra créer un dosage spécifique pour la personne. Super. Merci beaucoup à vous pour ce sujet passionnant. On l'aura bien compris. On vous invite à écouter ce podcast en fait avec de quoi noter. C'est ça qui est important quand on se met sur Symbiose avec Doc Pablo et Loïc Ternicien. L'émission se poursuit maintenant avec notre invité. Et on est comme ça dans Symbiose, le libre podcast. Parfois, on reçoit des invités de marque, des gens qu'on aime beaucoup. Et c'est le cas de Catherine Testa, une éternelle optimiste qu'on a vraiment plaisir à recevoir pour cet épisode. Bonjour Catherine. Bonjour à vous trois. Alors, bienvenue à toi dans Symbiose, le podcast. On va parler du sujet de ton dernier livre qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. C'est TDAH et alors. Alors, rien que le titre me parle énormément. Tu sais, moi, j'ai un ado en plus qui est TDAH, donc ça le poursuit un petit peu dans sa scolarité. Et j'imagine que ce titre, c'était un petit peu un pied de nez à tout ce qui peut se dire en ce moment, à cette espèce de hype autour de ce syndrome. Alors exactement, il y avait deux choses, c'est TDAH et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on agit ? Mais aussi TDAH, so what, en fait, et après. Ça ne nous définit pas à part entière, mais c'est exactement ce que tu dis. Ok, très bien. Est-ce que peut-être, alors tu connais Doc Pablo, tu connais Loïc Ternicien, tu avais peut-être des questions justement par rapport au rapport qu'entretient le corps médical avec le TDAH, c'est ça ? Alors complètement, parce que on a beau commencer un peu à le connaître en France, c'est quand même très très embryonnaire. Beaucoup de personnes cherchent aussi des remèdes parfois un peu plus naturels que le remède médicamenteux. Donc je voulais savoir ce que l'un et l'autre en savaient et quel était un peu leur regard sur ce sujet du TDAH, parce que on a du mal à trouver encore aujourd'hui. Alors je vais juste rappeler, TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA ou TDAH. On va commencer par le doc. Pablo, est-ce qu'en ce moment tu vois beaucoup de gens qui ont ce syndrome ? Est-ce qu'il y a une espèce de mode et est-ce que tu as des choses différentes que la Ritaline et les traitements classiques à leur proposer ? Parfois, oui, effectivement, il y a des phénomènes de mode en médecine, ce qui fait qu'un diagnostic va être très souvent évoqué, donc il va se retrouver comme une espèce de sac fourre-tout dans lequel plein de gens vont être placés avec parfois des erreurs diagnostiques, et donc peut-être qu'il y a des gens, en fait, leur problème est plutôt finalement un trouble anxio-dépressif, ou des choses comme ça, ils vont être traités faussement comme un TDAH. Après, voilà, bon, je sais pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup Oui, il y en a énormément. Il y a une explosion chez les enfants, notamment, donc les enfants et les ados. Maintenant, on commence à voir aussi des adultes qui se font diagnostiquer des TDAH. Après, je trouve c'est intéressant d'avoir la spécialiste, quelqu'un qui a écrit un livre. J'ai pas lu ton livre, Catherine, mais je le ferai. Parce que c'est vrai, moi, l'impression que j'ai comme médecin généraliste, c'est que, par exemple, à Genève, où j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans la finance, machin, etc., qui ont des boulots assez demandants, c'est que les gens n'arrivent pas à suivre leur boulot. Et pareil, à l'école, j'ai l'impression que les enfants, ils n'arrivent pas à suivre forcément le rythme de l'école, et ils prennent un stimulant pour arriver au niveau, en fait, de performance, en fait, qu'on exige d'eux. Donc, est-ce qu'on est vraiment face à une pathologie, ou est-ce qu'on est face à une espèce dans beaucoup de cas, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer en fait, c'est du dopage pour de l'activité, un niveau d'activité qui est demandé, qui est peut-être pas adapté, une société qui est pas adaptée à l'humain, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler de Gabor Maté, qui est un médecin canadien, qui lui a été diagnostiqué TDAH, et en fait qui justement expliquait que pour lui ce n'était pas une maladie en soi, parce que lui a reçu ce diagnostic et il dit mais il est tout à fait normal d'avoir ce diagnostic-là à partir du moment où on est dans un environnement qui n'est pas adapté à notre propre condition. Et il prend l'exemple des enfants à l'école, où il dit mais quel enfant
va devoir rester assis sur une chaise pendant 7 heures et se concentrer sur un truc sans rien faire d'autre que ça. Exact. Ils disent c'est pas humain. Et ils disent c'est justement ce cadre qui n'est pas normal et qui n'est pas humain, dans lequel on est censé rentrer et qui fait que si on ne rentre pas dans ce moule anormal, on détermine un trouble. Donc c'est un petit peu ce que tu disais. Et j'aime beaucoup cette image-là, parce que c'est vrai qu'un gamin, c'est pas fait pour rester assis. Ou certains adultes ne sont pas faits pour rester assis sur une chaise. Non, d'ailleurs, moi, on m'a donné ce diagnostic à l'époque aussi. À l'école, j'avais pas du mal à me concentrer du tout. Je me concentre très bien et je faisais mes devoirs très vite, mais au bout d'un moment, je me faisais chier, en fait. Et donc, tu vois, après, on diagnostiquait un enfant qui s'ennuie, c'est pas une maladie. Catherine, de quoi il parle ton livre, et donne-nous un petit peu envie de le lire en fait. Alors moi je m'adressais à vous parce que vous êtes quand même les professionnels in fine de santé. Moi je raconte juste une expérience, un questionnement que j'ai eu, le fait justement d'avoir été consulter un professionnel de santé. En France en fait aujourd'hui, et c'est très intéressant ce que vous dites l'un et l'autre, on estime en moyenne qu'entre 2,5 et 4% de la population aurait un TDAH. Alors est-ce que c'est pour mettre des étiquettes? C'est super, c'est une vraie question. Mais au-delà de ça, en fait, j'entends ce que tu dis, Loïc, dans le sens où, oui, la société, elle nous est peut-être pas adaptée. C'est vrai que moi, on m'a toujours dit que j'étais trop active, que je me lançais sur trop de sujets, que j'arrivais pas à me focaliser. Donc, des symptômes, effectivement, du trouble, voilà, comme c'est classé aujourd'hui. Et ma question, c'est, OK, si notre société, elle n'est pas adaptée, à moins éventuellement derrière je sais pas, de devenir agricultrice pour vivre au rythme de la nature avec moins de stimulation et de surstimulation, comme Pablo l'évoque, comment est-ce qu'on fait quand on doit encore s'adapter dans un moule, et parce que on est souvent dans le too much en fait, avec une forme de culpabilité, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ronge souvent les adultes. Je connais beaucoup moins bien les enfants parce que forcément, moi, c'est plutôt l'adulte auquel je me suis intéressée. Et c'est ça aussi la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Parce que diagnostic ou pas diagnostic, j'ai envie de dire, il y a plein de personnes qui se posent cette question de comment est-ce que j'arrive à peut-être mieux me focaliser, à avoir peut-être moins de surstimulation et des choses comme ça en fait. C'est pour ça que j'arrivais vers vous plutôt avec ce questionnement. Est-ce qu'il y a des choses naturelles? Est-ce qu'il y a... un diagnostic ne fait pas tout en soi. C'est sympa d'avoir une étiquette, mais point. Alors Loïc, on a sans doute des pistes pour aider Catherine et tous les gens qui nous écoutent, qui auraient ce syndrome. Alors, il y a des pistes conventionnelles et des pistes un petit peu moins conventionnelles. Je vais commencer par celles qui commencent à être de plus en plus étudiées et qui sont naturelles, parce que ça vient de molécules naturelles, mais dans le cadre légal français, c'est interdit. C'est le microdosing de psychédéliques ou de psilocybine, qui est le principe actif du champignon magique, qui est utilisé de manière à toute petite dose pendant une certaine durée, et les études commencent à montrer qu'à partir d'un mois d'usage en microdosing, les personnes arrivent à beaucoup plus se concentrer. Ensuite, sur des outils qui sont plutôt légaux, on peut utiliser certaines ondes audio qui sont adaptées aux ondes cérébrales de la concentration. De mémoire, c'est le alpha, mais je me mélange toujours dans ces différentes ondes-là. Et en fait, il a été démontré que lorsque l'on passe cette bande audio-là à une personne qui aurait tendance à s'éparpiller un tout petit peu quand elle a besoin de faire un travail de concentration, le travail de concentration se fait de manière bien plus efficace et la personne est bien moins éparpillée. D'autres choses qui sont plus sur la micronutrition, il a été observé dans une méta-analyse de 2019 que souvent les personnes qui vont avoir ce trouble-là ont un taux sérique de magnésium inférieur aux personnes qui n'auraient pas ce trouble. Le magnésium est essentiel pour le bon fonctionnement du système nerveux. Alors déjà, que ce soit un adulte ou un enfant, évidemment, les dosages vont être différents, mais c'est d'avoir et de s'assurer d'avoir une prise de magnésium quotidienne. Ça peut être... Alors, il y a plusieurs types de magnésium qui ont été étudiés. On pense au citrate ou à d'autres formes comme le ATA magnésium qui, eux, vont être intéressants. Il y a le zinc, pas le zinc, je dis ça à l'ancienne comme ma grand-mère, quoi. Le zinc qui va diminuer tout ce qui va être trouble obsessionnel. On a la théanine, la LT-théanine qui va permettre de calmer, de déstresser. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, mais moi, étant spécialisé en herboristerie, j'aime beaucoup les plantes ou les champignons qui vont être ce que l'on appelle nootropiques, c'est-à-dire qui vont permettre de stimuler au niveau du cerveau. Alors là, c'est pareil, les plantes médicinales, il y a des contre-indications, donc il faut bien vérifier avec son praticien si on peut donner ça à un adulte ou à un enfant. Le bacopa, par exemple.
Le Blacopa est une plante qui est super intéressante pour stimuler, pour apporter de l'oxygénation et stimuler les parties cérébrales. On va avoir le Lion Tails, le champignon, la crinière de lion qui va être intéressante aussi. En naturopathie, voilà, je balance plein de choses là. Heureusement que tu as dit qu'il fallait prendre ses notes, hein. C'est ça, ce sera le fil rouge. Le point qui va être important, ça va être les oméga 3. Oméga 3, oméga 6, parce que Pablo pourra sûrement corroborer l'info, mais le cerveau est fait d'acides gras. Donc c'est important d'avoir ces acides gras. On pense au complexe B. Et je terminerai avec ces deux infos, la catère, qui est une plante médicinale qui régule la fonction cérébrale, ou encore l'avoine fleurie qui nourrit le système nerveux. Après, on peut utiliser de la camomille, de la bruyère, des élixirs floraux, etc. Mais je vous dirais que déjà, c'est bien nourrir le système en nature. Et sortez dehors. Et ouais, sortir, c'est ça, prendre l'air, ne pas avoir peur de son hyperactivité. Pablo, j'ai envie de te parler de mon expérience de maman d'ado TDAH. Et alors moi, ce que me disent les médecins, tu vois, ça va être de la DHA, ça va être le neurofeedback aussi, qui lui fait du bien, c'est vrai, il aime bien, mais c'est une machine très chère, je peux pas non plus trop investir. On parle aussi de safran. Catherine, je pense que tu as vu passer des choses là-dessus, hein, sur les recherches sur le safran par rapport au TDAH. Toi, Pablo, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu penses de tout ça, tout simplement, juste ton avis pour commencer. En fait, moi, j'avais lu un bouquin et je le conseille souvent en fait aux gens qui ont des histoires de TDAH. C'est je sais pas si tu l'as lu, Catherine, le docteur Daniel Amen, un psychiatre américain, qui est génial et qui a la particularité en fait. Lui, c'est un psychiatre qui s'est beaucoup intéressé à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. En faisant des PET scans, il a la plus grosse série de PET scans au monde sur les maladies psychiatriques. Donc en fait, le PET scan, c'est un examen qui va permettre, un scanner cérébral en temps réel, qui va permettre de voir quelle zone du cerveau travaille et consomme en fait du glucose, en l'occurrence, pendant une activité en fait. Et donc il a décrit. Il a écrit un livre qui est un peu, moi je trouve, une référence justement par rapport au TDAH, sur lequel il faut savoir que le DSM-5, je crois qu'il donne 3 types différents de TDAH selon le profil. Et le docteur Heyman, il en a défini 7. Ouais. Voilà, il en a défini 7 qui sont vraiment basés sur l'imagerie cérébrale en fait. Il y a 7 types. Donc on peut avoir 7 types différents de troubles déficit de l'attention et hyperactivité, donc qui vont être plutôt avec des zones du cerveau qui vont être concernées, qui vont être différentes. Et donc lui, il apporte des prises en charge justement différentes. Il y a des gens dont le TDAH va nécessiter des psychostimulants, c'est le traitement qui est le plus donné, donc c'est les amphétamines comme la Ritaline, etc. Mais il y en a au contraire, tu vas avoir des profils qui sont plutôt en réalité, on les a mis dans le panier TDAH, mais c'est plutôt en fait un profil d'anxiété, donc en fait un traitement plutôt anxiolytique, qu'il soit naturel ou chimique, va plutôt être adapté. Et donc je pense que affiner le diagnostic du TDAH et apporter la bonne solution, je pense que c'est l'avenir sur ces problèmes-là. Autre chose que je voulais aborder vite fait avant qu'on termine, c'est l'alimentation. J'avais vu passer il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, une étude sur les enfants avec des TDAH aux États-Unis, parce que c'est un truc de fou. Maintenant, il y a genre 35%, 45% selon les classes des enfants qui sont diagnostiqués avec un TDAH. Et ils ont fait... l'étude était hyper spectaculaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait arrêter l'alimentation processed food, donc alimentation industrielle, à un groupe d'enfants, donc 100% des enfants étaient TDAH, et plus des 2/3, en fait, après quelques semaines d'alimentation normale, n'avaient plus de TDAH. Donc il y a quand même un impact énorme de l'alimentation que vous donnez à vos enfants si vous avez des enfants hyperactifs. Il y a qu'à regarder, je ne sais pas si tu as entendu parler justement du glutamate monosodique. Il y a des expériences qui ont été faites où vous donnez un paquet de chips à un paquet de chips qui contient du glutamate monosodique à un enfant qui est calme. Vous comptez une vingtaine de minutes, il devient littéralement hystérique. Donc s'il en consomme tous les jours, voilà. Ouais, et puis le bonbon, nous on l'expérimentait, moi je me souviens, tu vois des enfants, tu fais un petit goûter pour les enfants, ils arrivent, ils sont calmes, ils commencent à boire du coca, à manger des bonbons avec des colorants. Les colorants, en fait, des bonbons sont très souvent des molécules qui sont neurobiologiquement actives. Donc ils se retrouvent comme drogués, en fait. Et donc l'alimentation a vraiment une part importante. Et puis tout à l'heure, on discutait des parasites. Comme toujours, en tout ce qui est neuro et psy,
ça vaut toujours le coup de faire un déparasitage parce qu'il y en aura forcément quelques-uns. J'aimerais bien que tous les médecins soient au courant de tout ça, en fait, des 7 types de TDAH. Honnêtement, je l'ai peu lu, encore aujourd'hui. Côté français, pour tout ce qui est déparasitage, etc., c'est vrai que les psys, généralement, nous envoient chez un diète aussi, en fait, où justement pour aller regarder ça. Mais comme il y a effectivement peut-être du surdiagnostic dans l'enfance, mais aussi du retard de diagnostic chez l'adulte aujourd'hui. Je pense que même en prévention, ce que vous nous avez indiqué, toi et Loïc, il va falloir faire une petite note quelque part pour bien s'en rappeler. Mais c'est super intéressant voilà, par exemple, moi, les parasites, je ne connaissais pas, en l'occurrence. Je ne sais pas si je vais voir mon médecin, que je lui dis, est-ce qu'on pourrait vérifier que j'ai des parasites? Je ne sais pas ce qu'il va me dire. En l'occurrence, par exemple. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il va falloir explorer aussi et mieux comprendre. Alors, justement, il y a un autre truc piégeux qui fait que les médecins déparasitent plus les patients et tout, c'est que justement, avant, c'était connu, comme c'était un des premiers progrès de la médecine, c'était vraiment un truc que les gens faisaient d'office. Et puis aujourd'hui, les médecins vont plutôt essayer de chercher des parasites si vous avez, par exemple, une éosinophilie, c'est-à-dire que vos polynucléaires éosinophiles sont élevés dans votre formule sanguine. Là, éventuellement, ou alors si on suspecte, d'une manière générale, un parasite. Puis on fait des analyses de sel, il faut faire, si on veut bien le faire, il faut en faire 3 à la suite, parce que c'est très difficile, en fait, de mettre en évidence les parasites dans les selles. Et en vrai, tous les gens qui connaissent bien les parasites savent que les parasites, leur but, c'est de se planquer dans notre organisme. Et donc, en fait, ils vont être très difficiles à mettre en évidence. Donc, il ne faut pas s'arrêter à une recherche de parasites infructueuse. Et c'est pour ça que les antiparasitaires comme le Fluvermal, je vous rappelle, je fais beaucoup de pub pour ce truc, mais en France, c'est très peu de médicaments qui sont en vente libre. Le Fluvermal, vous pouvez l'acheter en vente libre, tellement c'est un truc de base, d'accord ? Et c'est 3-4 euros. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun effet... Enfin, c'est très rare d'avoir des effets secondaires, et quand il y en a, c'est très mineur. Et puis, généralement, en fait, si vous avez des effets secondaires, c'est plutôt qu'en fait, il y a des parasites qui ont été tués, et donc ils produisent une petite toxicité, donc en fait, c'est plutôt un signe que vous êtes en train d'être déparasité qu'un problème du médicament. Mais voilà, le Fluvermal, si votre médecin hausse les épaules et pense que c'est débile, parce que justement, et puis il va chercher un parasite, il va vous dire, c'est négatif, donc vous n'en avez pas, donc il n'y a aucun intérêt de vous traiter avec des antiparasitaires. De toute manière, voilà, le Fluvermal est en vente libre en pharmacie. Je pense que une fois par an, par exemple, ça peut être intéressant de faire toujours en 2 temps. N'oubliez pas que la plupart des parasites font des œufs, et quand ils sont dans l'œuf, ils sont protégés, donc c'est pour ça. Tout à l'heure, on parlait avec Thémis, l'idéal, généralement, classiquement, quelle que soit la méthode utilisée, naturelle ou pas, on fait le traitement à la pleine lune et 15 jours après. Et ben voilà, Catherine, je pense qu'on a parlé d'un petit peu de tout, que ce soit l'alimentation, que ce soit voilà, les huiles essentielles, différents traitements. Vraiment un grand bravo, parce qu'on sait ici, surtout avec Pablo et Loïc, que c'est pas évident de finir un bouquin, surtout avec un beau sujet comme celui-là, TDAH, et alors aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup, Catherine. Merci à tous les deux, à tous les 3. Je vous le disais en tout début de podcast, on reçoit Kauter maintenant pour un sujet qui va sans doute vous parler, parce que si on est maman, on est tous passés par là, même papa, et puis même si on a été bébé, peut-être qu'on a des souvenirs des intolérances alimentaires quand on était tout petit. Bonjour Kauter. Bonjour. Alors bienvenue à toi, je te présente Doc Pablo, Loïc Ternicien. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, nous résumer un petit peu le vocal que tu nous as fait sur le numéro WhatsApp 07 56 88 98 18. Tu nous as laissé un message, c'était quoi ? En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen de faire face ou bien de guérir les intolérances d'un bébé sans faire forcément des évictions ? Surtout si c'est un bébé qui fait des intolérances via le lait maternel, c'est-à-dire à travers le lait maternel de sa maman, et que c'est plein d'aliments qui sont en cause. Voilà. D'accord, donc la question, donc, en fait, c'est est-ce que... Donc là, j'imagine que c'est un enfant qui fait des intolérances alimentaires au lait maternel, donc il y a probablement des allergènes. En fonction, donc on va expliquer quand même, en fonction de ce que mange la maman, il va y avoir des antigènes qui peuvent créer de l'intolérance alimentaire dans le lait qu'elle va produire, et donc l'enfant peut, en fonction, ne pas supporter le lait de sa maman. C'est ça dont on est en train de parler ?
Exactement, oui. Sachant que, juste une petite précision, sachant que quand, c'est-à-dire quand il n'y a pas ces aliments-là, tout va bien. Donc voilà, juste, j'ai fait l'essai d'enlever plein de trucs et ça a marché. Donc il y avait le... Et comment ça a été Voilà. mis en évidence? C'était en faisant des essais, c'est de manière empirique comme vous venez de le décrire, ou il y a eu des bilans qui ont été faits Non, pour non, non, déceler les... c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'intolérance. Je parle bien d'un reflux et de la diarrhée. Donc ça dépend de ce que je Ouais, mange. d'accord. Et donc, ok, réagit... Juste, on est curieux, c'est quoi que t'as changé, Kauter? C'était quoi les intolérances pour ton bébé? Alors, c'était les amandes, les noix de cajou. Bon, pas tous les noix, mais presque tous les noix. Le lait de vache, bien évidemment. Quoi d'autre? Certains poissons, le thon par exemple. Quoi d'autre? Les œufs. En gros, tout ce qui contient du calcium. Ok. Alors, comment on fait? C'est depuis le début, depuis que l'enfant est né, que ça s'est manifesté? Donc il ne Oui. supportait pas Justement, et d'ailleurs, comment je l'ai su? En fait, parce que en fait, pendant l'accouchement, on m'a mis du calcium en intraveineuse pour faciliter le travail. Et du coup, directement, elle m'a fait du reflux. Et je demandais au pédiatre, elle m'a dit, bon, doit être rien. Mais bon, moi, après, au bout de quelques jours, c'est parti. Et après, j'ai commencé à comprendre petit à petit ce qui se passe. D'accord, intéressant. Et donc, tous les aliments qui contiennent beaucoup de calcium, en fait, quand il y a beaucoup de calcium dans le lait, l'enfant réagit mal, c'est ça? Comme s'il y avait eu un traumatisme. Oui, c'est le constat que j'ai fait après. C'est ça, en fait, parce que je me dis, je dois avoir des sources de calcium. À un certain moment, je suis un peu frustrée, j'arrive rien à manger. Donc, voilà, c'est ce que j'ai compris après. Est-ce que pour le premier, parce que tu disais tout à l'heure que pour le premier, ça avait déjà été le cas, est-ce que tu avais observé ce lien avec le calcium, avec le premier aussi, ou non? Non, la première, elle avait juste une allergie au PLV et au chocolat. Donc, c'était les seuls... c'était tolérable. Ça veut dire que maman n'a pas pu manger de chocolat? Ça va. Ça, c'est de Non, mais l'amour. la première, c'est à quel moment de sa vie ça s'est manifesté, ces allergies? Dès le départ, mais après, on va dire au bout de quelques mois, j'ai compris de quoi il s'agissait parce que personne ne m'a aidé. Après, Et c'est un enfant qui a quel âge maintenant? Elle a 5 ans maintenant. Mais Et maintenant, réintroduit. elle peut manger du chocolat ou pas? Oui, j'ai fait une réintroduction petit à petit. J'ai fait des mini doses et après, donc ça va. Maintenant, elle mange tranquillement. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant, Doc? À quoi tu penses? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que le deuxième enfant de Kauter puisse accéder aux œufs, au laitage? Non, mais c'est absolument intéressant de voir justement que on a ces intolérances digestives qui s'expriment dès le lait maternel. In utero. Le lait maternel et in utero. Vous avez été vacciné pendant la grossesse? Non. Ok, parce que ça, c'est des pratiques qui se font de plus en plus, de vacciner les femmes enceintes et tout. Je trouve que, à mon avis, ça doit favoriser quand même pas mal ce genre de problème. Après, on discutait, donc la question dans le message, c'était par rapport au microbiote, est-ce qu'on peut faire quelque chose et tout ça. J'avais remarqué, effectivement, il y a évidemment toujours une implication du microbiote qui peut être intéressante, par exemple, notamment pour les allergies. Le microbiote est assez impliqué. Après, pour les intolérances alimentaires, ouais, je pense qu'on est de toute façon dans quelque chose qui se rapproche. C'est pas tout à fait la même chose que l'allergie, mais ça peut se rapprocher. Après, j'essaie juste de comprendre votre cas là et comment ça se fait que cet enfant peut être... je trouve que vous avez la bonne intuition, je pense. Parce que c'est 2 bébés nés par césarienne, juste pour préciser. Ah, okay. Et puis, bon, lors de mon premier accouchement, je mangeais n'importe quoi. Mais là, alors là, depuis des années, je mange super bien. Ouais, donc c'est... ok. Là, je vois, tu parlais de traumatisme tout à l'heure, Pablo, et je suis parti un petit peu sur la même idée quand il y a eu cette histoire de perfusion de calcium. Moi, il y a un remède qui m'est venu en homéopathie qui est assez associé au calcium, c'est Calcarea.
Calcarea, qui est un remède qui va être intéressant justement quand on parle de calcium. Et on pourrait l'essayer à une granule en 9 CH diluée dans de l'eau, à prendre 2 à 3 fois par jour, juste pour voir. Je garantis pas que ce soit je garantis pas que ça donne un résultat, mais c'est juste que il m'est venu de manière intuitive, et il y a d'autres remèdes comme ça qui peuvent être donnés, en général quand on va avoir des coliques du nourrisson, mais on va souvent aller regarder qu'est-ce qui aggrave ou qu'est-ce qui cause. Sauf que là, dans ton cas, tu vois vraiment que quand tu manges tel aliment, il va y avoir des symptômes. Quand tu le manges pas, il y en a pas. En naturopathie, là, moi, souvent, bon, on irait dans l'éviction temporaire de manière à ce que ce soit plus simple pour le bébé. Là, moi, j'irais avec Calcarea. Sinon, on peut utiliser Podophyllum, mais ça, c'est vraiment en homéopathie quand il y a des diarrhées avec coliques. Si une fois qu'il consomme ton lait, il va avoir des gaz puis des selles qui vont être abondantes, et le descriptif est très précis. C'est si les selles font des jets qui soulagent. Donc, s'il y a des jets et qu'après, il se sent mieux, tu pourrais essayer Podophyllum en 5 ou 7 CH, pareil, une granule que tu dilues dans de l'eau ou que tu dilues dans son biberon d'eau et que tu peux lui donner 2-3 fois dans la journée, juste pour voir si c'est une piste qui peut être intéressante. Moi, je l'agirais plus dans l'homéopathie, et justement par rapport au fait, ce que tu disais, Pablo, le côté un peu trauma, mémoire qu'il pourrait y avoir eu. Ouais, enfin, j'en sais rien, mais parce que le cas m'intrigue un peu, parce que le reflux chez les bébés, c'est hyper fréquent. Après, reflux, diarrhée, c'est vrai qu'on se dit, et puis en fonction des aliments, on remarque qu'il y a des trucs qui passent et qui passent pas. Là, voilà, on est face à quelque chose qui est une donnée qui est tangible. Alors souvent, ce genre de mécanisme, ça va plutôt arriver. Moi, quand je vois des enfants avec des intolérances alimentaires, souvent, en fait, ils ne sont pas nés intolérants, si tu veux, tu vois. Généralement, c'est quelque chose qui se développe. Là, ce cas, il est un peu particulier dans le sens que dès la naissance, on va dire, il y a des aliments qui passent pas. Ça, j'ai jamais vu, tu vois, perso. Donc, on pouvait se dire, alors, ouais, c'est des enfants qui naissent par césarienne. Intéressant, parce qu'on va se dire, leur microbiote, effectivement, va pas être tout à fait le microbiote hérité de leur maman. Ils vont hériter un microbiote. C'est un microbiote moins optimal, le microbiote de l'enfant né par césarienne. Il ne se sera pas développé pareil. Donc oui, est-ce qu'il y a une implication du microbiote? Mais là encore, généralement, avant que le microbiote, de toute manière, se mette en place, c'est sur plusieurs mois après la naissance et tout ça. Donc oui, évidemment, si on a un microbiote avec une grande diversité de bactéries, en fait, ce qui généralement manque un peu aux enfants nés par césarienne, on augmente la variabilité. Normalement, les tolérances digestives devraient être meilleures, ça c'est sûr. Mais après, je suis encore en train de réfléchir à me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut être intolérant? Il a les intolérances les plus fréquentes, là, ça c'est sûr. C'est quoi? C'est œufs, laitage et les noix. Donc ça, c'est des trucs qui sont très allergisants très facilement. Mais souvent, justement, c'est... moi, je vois souvent ça chez un enfant en fait, qui se développe bien, et puis c'est quand on fait intervenir les vaccins qu'il commence à développer des intolérances alimentaires, parce que le système immunitaire va être chamboulé. Mais là, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'histoire de vaccin. Il y a le microbiote. Oui, peut-être il avait un microbiote immature, mais vous me dites c'est directement à la maternité dès les premiers, tu vois, des premiers jours. Donc c'est vrai que c'est un cas hyper particulier. Je pense vous disiez donc, est-ce que moi, la question c'était comment je vais faire pour pouvoir, quels aliments je vais pouvoir manger. Alors, revenons sur, oublions votre cas et parlons plutôt d'une manière générale des intolérances alimentaires, tout ça. Donc effectivement, on doit remarquer en fait que dans les intolérances alimentaires, les plus prévalentes, les plus fréquentes, c'est les aliments qu'on a le plus utilisés et plus transformés dans l'industrie. Historiquement, les premiers, c'était l'arachide. Les premières allergies connues, c'était les allergies à l'arachide, les œdèmes de Quincke et tout. Et l'arachide, à l'époque, c'était un des premiers aliments qui a été vraiment développé en culture, monoculture américaine, Monsanto, tout ça. Et donc, du coup, les gens ont développé des allergies à l'arachide, alors que l'humanité n'était pas allergique à l'arachide avant ça. Ensuite, on a commencé à voir les allergies et les intolérances au gluten, les allergies et intolérances au lactose, au lait de vache, etc. Et aujourd'hui, même, avec le développement de la bouffe industrielle pour vegan, on voit des allergies aux protéines de pois.
Tu vois, donc à chaque fois que l'industrie s'empare d'un aliment, et donc les œufs aussi, les œufs, il y a un double phénomène, c'est l'œuf industriel rajouté dans les produits transformés, évidemment, hein, c'est l'œuf élevé en batterie, et le fait aussi que l'industrie du vaccin utilise beaucoup la matrice, l'albumine d'œuf, et donc en fait on fait des espèces d'allergies croisées qui rendent les gens souvent intolérants aux œufs. Donc la réponse, en fait, souvent on dit « Ah là là, vous avez des intolérances, il faut éliminer le gluten, les laitages, tu élimines plein de trucs. » En vrai, dans la pratique, ce que je peux dire, c'est que en fait, non, il faut éliminer ces trucs industriels. Donc oui, les œufs industriels, oui, les laitages industriels, ça va pas aller. Et on remarque, moi j'ai même des personnes qui ont des vraies intolérances au lactose, le lait cru passe très bien. Donc en fait, il y a lait et lait. Il y a œuf et œuf. Et il y a c'était quoi, les noix. Bon, les noix, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les noix, elles sont, voilà, c'est difficile, à moins d'en avoir dans votre jardin, de trouver. C'est souvent des grandes. Mais en gros, la qualité, vous remarquerez, souvent, va faire qu'un truc est mieux toléré. Et pour les bébés, les intolérances les plus fréquentes, justement, et ce qui rend les enfants le plus intolérants, c'est les laitages. Mais encore une fois, c'est ce laitage industriel, c'est-à-dire un laitage qui vient de grosses productions, avec énormément de lait de plusieurs vaches différentes, par exemple, mélangées. Donc, au niveau antigénique, il y a beaucoup trop d'informations, là, pour le système immunitaire, qui va en plus être pasteurisé, transformé, souvent écrémé, demi-écrémé, tout ça. Et donc ça, c'est laitage-là qu'on obtient en industrie, qu'on va trouver dans les grandes surfaces. Ceux-là sont hyper allergisants, hyper développeurs d'intolérance. Si on va retrouver un laitage fermenté, par exemple un kéfir, tu vois, avec encore les ferments lactiques dedans, ou des produits à base de lait cru, ou des trucs de plus petite production. Souvent, les caséines vont être importantes aussi. Hein. La plupart du lait industriel de vache, c'est une caséine A1 qui est plus allergisante. Les laits plus naturels, comme le lait maternel, hein, ou le lait de certaines races de vaches, ou donc des vaches qui produisent du lait A2, ou les brebis et chèvres contiennent plus de caséine A2, comme le lait maternel. Donc là, on va être quand même plus proche. Donc en fait, en jouant sur la qualité du produit et la fermentation du produit surtout, parce qu'un produit qui est pasteurisé est mort. Mais en gros, même avec du lait pasteurisé, si vous chopez un kéfir et qu'il y a encore les ferments dedans, pas le yaourt que vous achetez dans le commerce, lui il a été pasteurisé après. Mais s'il y a encore un processus actif de fermentation, c'est un peu comme tu ramènes de la vie, tu ressuscites un peu le produit. Donc même si ça a été fait avec du lait pasteurisé, si tu n'as pas eu la chance d'avoir un kéfir fait avec du lait cru, il va quand même être pas mal. Et là, il va recoloniser le microbiote beaucoup mieux qu'en utilisant des probiotiques, parce que quand on utilise des probiotiques qu'on achète en pharmacie, ce sont des lignes, des produits standardisés, donc tu as quelques souches, mais dans un produit que tu as fait fermenter toi-même, si tu as fait toi-même ton propre kéfir, ta propre kombucha et tout, tu as une variabilité énorme de germes, il y en a beaucoup. Et plus il y a de diversité dans le microbiote intestinal, mieux ça va être. Donc là, tu peux essayer, et effectivement, tu pourras avoir une meilleure tolérance. Si le microbiote de ton enfant augmente, il y aura certainement une meilleure tolérance. Mais il y a certainement eu un truc quand même. Mon avis, ton intuition de maman est absolument juste, parce que c'est vrai que le cas est tellement particulier de ces intolérances très très tôt, en fait, développées immédiatement. Ça, je trouve ça très très particulier. Ouais. En tout cas, pour revenir sur Calcarea dont je parlais tout à l'heure, il peut être donné, oui, à ton enfant. Donc, comme je le disais, une granule en dilution 3 fois par jour. Il est possible aussi d'ajouter à la maman du Nux vomica. Pareil, on peut le prendre en 5 CH ou en 9 CH, 3 granules matin et soir, ou une fois par jour, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner au travers du lait maternel. C'est... En tout cas, Calcarea, je vais donner le nom complet parce que je suis toujours dans le raccourci, mais c'est Calcarea carbonica ostrarum, qui en fait est fait à partir d'huîtres, donc a un lien très fort avec le lait maternel et les intolérances au lait maternel de manière générale. Donc ça pourrait être une piste intéressante, et puis tu nous le diras. D'accord.
Bah voilà, Kauter, merci beaucoup d'avoir été là. Je voulais juste savoir, moi, qu'est-ce que tu fais là pour l'instant? Tu leur donnes les probiotiques habituels qu'on donne aux enfants, les BioGaia, les petits machins comme ça? Ouais, je donne du BioGaia. Moi, je prends de l'Oliban. En fait, vous connaissez, c'est la gomme d'acacia. Et je prends, j'essaie de mon côté. De toute manière, je mange super bien. Donc. Et puis, on a la chance ici de manger vraiment local et de trouver vraiment du yaourt de brebis de chez un petit producteur. Du coup, même quand je mange ça passe mal. Donc je me dis, oui, mais tu vois, c'est ça qui m'étonne justement dans son cas, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc un peu particulier. Puis c'est pas du tout typique. J'ai jamais entendu parler d'un cas comme ça, parce que généralement, encore une fois, ça va se développer. On parlait tout à l'heure des parasites. Typiquement, tu peux avoir des allergies, des intolérances, parce qu'en fait, il y a une parasitose. Mais un enfant qui vient de naître, il n'a pas encore de parasite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que le cas, il est tellement particulier, celui-là. Parce que d'habitude, de base, si on était dans un cas typique d'intolérance alimentaire où on vient te voir plusieurs mois après tout ça, c'est ces choses-là, on va se dire, tiens, oui, effectivement, les aliments les plus présents dans l'alimentation industrielle vont être typiquement allergisants, mais en fait, peut-être que si on a des aliments naturels, ça va aller. Là, c'est pas le cas. Regarde, même avec des trucs de la ferme, ça joue pas. Il y a peut-être eu une réaction croisée ou quelque chose qui s'est passé après une vaccination ou un parasite. Mais tous ces trucs-là que d'habitude, moi, j'utilise, qui sont dans ma démarche, je les ai pas. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir derrière un naturopathe qui est capable de donner des conseils homéo alors que moi, j'y connais rien. Et c'est pour ça, d'où l'intérêt, justement, quand la médecine est dépassée, d'avoir sous la main un naturo. Et j'irai même plus loin. Et je te laisse conclure, Thémis. Tu peux prendre, toi, des infusions de fenouil. Ouais. Alors oui, le bébé n'appréciera peut-être pas trop le goût du lait maternel, mais ça a aussi un impact sur la digestion du lait par le bébé. Donc en général, on donne à maman. J'en prends plein. On survit grâce à ça, en fait. On survit grâce à ça, mais ça aide vraiment avec les coliques. Franchement, c'est top. Donc, il est habitué. Donc... Voilà. Bon super, Kauter. En tout cas, si t'as pas retenu Calcarea, tout ça, il y a pas de souci. Tu réécoutes ce podcast armé d'un stylo et d'une feuille de papier. C'est ça qu'il faut pour ce symbiose. Merci beaucoup de nous avoir laissé ton message. Je suis sûre que ça a parlé à beaucoup de parents qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Symbiose, le libre podcast. Merci beaucoup, Pablo. Merci à vous. À bientôt. Et à bientôt, Loïc, aussi, pour un nouvel épisode. Ciao, bisous à tous. Ciao, et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez, parce que plus que jamais, c'est ça le plus important. Allez, à bientôt.